Vous écoutez Une enquête dans la peau, dernier round, deuxième partie. L'impulsion apportée par Valérie Bouvard va être de dire il faut à tout prix qu'on retrouve le corps. Damien Brunet, procureur de la République. Parce que retrouver le corps, c'est ouvrir une deuxième phase d'enquête où là, on va pouvoir s'appuyer, on en a déjà eu quelques-uns, mais là, on va en avoir plus, sur des éléments techniques, sur des éléments objectifs. Si on arrive à retrouver le corps de la victime, eh bien, on va peut-être pouvoir élucider les circonstances du décès. La police se met en quête du corps de Mamadou. Pour moi, c'est même pas une urgence de retrouver le corps, mais c'est une obsession, en fait. Je me dis, il faut qu'on retrouve le corps, c'est une priorité. Valérie Bouvard, adjointe chef de groupe à la police judiciaire. Comme je dis souvent, si Sofiane nous emmène au corps, il est bagué, c'est-à-dire que il est complètement enfermé, du coup, dans sa version sur laquelle il pourra plus revenir. Une fois qu'il nous a emmené au corps, forcément, il était sur les lieux. Je le prends un petit peu à l'affectif en lui disant que c'est bientôt l'anniversaire du fils de Mamadou. Et en lui disant, voilà, il a le droit d'enterrer son père, et la famille a le droit d'enterrer son proche, et il faut qu'on rende le corps à la famille. Donc il me dit, ok, on y va, je te guide. Il y a 1 heure de route, en fait, pour aller dans l'Oise. Et c'est vrai que durant cette heure-là, c'est aussi 1 heure de discussion à bâton rompu. On discute, on parle un peu d'autres choses. Il faut qu'il soit détendu et on peut vite fermer quelqu'un et qu'il se bloque et que finalement il décide de ne rien dire. Les éléments qu'on récupère en fait dans ces moments-là, dans les transports, dans les trajets en voiture et tout ça, peut toujours être intéressant parce qu'effectivement, là il me dit qu'il fait des marathons, qu'il court, etc. Je me dis, il connaît bien les baskets, il connaît le milieu du sport. Ça peut toujours, amener des éléments qui, des fois, d'ailleurs, n'ont aucune importance sur le moment, mais qui prendront une dimension après, plus tard, dans l'enquête. Quand on arrive en fait sur la départementale, elle est bordée de petits parkings en forme de haricots. On en fait 1, 2 et tout ça pour voir s'il reconnaît. Et à un moment, en fait, il commence à changer d'attitude en disant « Ah là, je reconnais, ça me parle ». Et tout d'un coup, il se met à crier en disant « Ah, c'est là, il y a quelque chose ». Et je recroqueville, il se cache un peu les yeux en fait, derrière ses mains. Mon réflexe, c'est de descendre hyper vite de la voiture pour aller voir. Et effectivement, je vois en fait qu'il y a une masse noire avec une basket qui dépasse. Quand on retrouve le corps, il est décomposé, surtout le visage, puisque c'est là qu'il y a eu la blessure, donc c'est plus attaqué en fait par les différents insectes et animaux qui sont dans la nature. Tous les enquêteurs voient des choses que la quasi-totalité de nos concitoyens ne voient pas, et tant mieux. Mais ils baignent dans ce qu'il y a de plus horrible, dans ce qu'il y a de plus difficile, dans ce qu'il y a de plus tendu, tout le temps. À partir du moment où on voit plus le visage, on oublie un peu l'aspect humain au profit de l'avancée de l'enquête et de l'aspect scientifique des choses. On ne sera plus sur la suspicion d'un meurtre qui s'est commis dans des circonstances qu'on comprend pas très bien. On va être sur des analyses scientifiques qui vont pouvoir nous dire la victime est morte dans telle circonstance. Donc ça va faire vraiment avancer l'enquête. Si le corps correspond à Mamadou, je suis contente de l'avoir retrouvé. Parce que je pense que dans la vie d'une famille de victimes, il n'y a rien de pire que d'avoir une disparition sans savoir le corps et sans savoir ce qui s'est passé en fait. On découvre le corps vers midi et quart.
Et vers 19h15, on aura la confirmation donc par les empreintes digitales que c'est bien le corps de Mamadou. L'élément essentiel, en fait, c'est qu'a priori, il a été tué par arme à feu dans la tête et probablement avec un fusil de chasse. Il y a Abou, le frère de Mamadou, qui va se déplacer dans l'Oise parce qu'il a été mis au courant par un de ses amis qui habite pas loin qu'il y a un gros rassemblement de gendarmes, etc. Donc il décide de venir. Je vois, il y a plein de monde là, sur la droite. Abou, frère du disparu. Mais en fait, sur le moment, j'ai pas tilté. C'est quand on roulait, j'ai vu un policier de Bobigny. Donc je suis sorti direct, j'ai commencé à marcher. Et en fait, plus j'avançais vers lui, plus je voyais la décomposition sur son visage, du policier. Donc là, je lui dis, ouais, qu'est-ce que vous faites là? Et il veut pas trop me parler, il essaie d'essayer d'être... Donc de là, je m'énerve. Je lui dis, mais réponds, son autre collègue qui vient, dit calmez-vous, calme-toi, calme-toi. Ils me disent pas, mais je leur dis, hey, dites-moi les choses, qu'est-ce qui se passe et tout. Je l'ai appris comme ça. Quand j'arrive chez moi, en fait, c'est une sorte de bulle de sérénité, de repos et tout ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de me changer, quoi. Changer de peau, quoi. En tous les cas, symboliquement, je pense que c'est ça. Toutes les affaires que j'ai pu vivre ont changé la vision de la mort que j'avais, quoi. Parce que maintenant, je me demande si je vais me faire enterrer ou si je vais me faire incinérer, quoi. Alors qu'avant, je me posais pas la question. Avant, j'imaginais pas forcément la décomposition d'un corps, etc. Maintenant, je pense avoir vu beaucoup de stades de décomposition, enfin voilà, à 15 jours, à 3 semaines, à 6 mois, à 1 an. Et je me dis que c'est peut-être pas utile d'être enterré, quoi. Je sais que sur cette affaire, c'est en grosso modo la dernière audition parce que c'est la dernière soirée de garde à vue et il faut que avant midi, ça soit bouclé, quoi. Je pense que la version qu'il nous a donnée avec ces 3 hommes qui arrivent en Mercedes, c'est pas la bonne. Je dis pas pour l'instant que c'est lui qui a tiré, mais je suis intimement persuadée qu'il a participé bien plus au meurtre de Mamadou qu'il ne le dit, quoi. Et au fond de moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est lui qui l'a tué. C'est une lutte de pouvoir. Soit c'est lui qui va arriver à ses fins, soit c'est moi, quoi. Moi, mon objectif sur cette audition, c'est qu'ils craquent, quoi, et qu'ils nous disent la vérité. Je reprends Sofiane en audition en fin d'après-midi. Et donc, je le réentends en fait de 18h30 à 21h30 sur le dernier temps de la garde à vue. L'audition, là, elle est plutôt grisante, en fait. C'est-à-dire que Sofiane, de toute façon, il va être déféré. Il ne sera pas remis en liberté parce qu'il y a quand même des éléments incohérents dans ses déclarations. Donc, de toute façon, il va être déféré. Quand il arrive, je pense que lui, il comprend que c'est plus sérieux. Moi, je suis plus sérieuse aussi. Je suis plus dure. Je pense, même dans l'apparence et tout ça. Lui aussi, il est plus concentré. Il voit que je rigole pas, il rigole pas. Enfin, on rentre dans le vif du sujet, quoi. La relation que la victime et Soufiane entretiennent, on ne la connaît pendant très longtemps que par les déclarations de Soufiane. Donc, c'est-à-dire, c'est un ami, je le vois régulièrement. Et effectivement, on va voir très vite qu'en fait, il est question d'une dette entre les 2 hommes. Dette que manifestement Soufiane n'arrive pas à apurer au profit de la victime.
Sofiane doit de l'argent à Mamadou, une grosse somme, 50-60 000 euros. On se dit que voilà, il peut y avoir ce problème d'argent entre eux et qui peut être tout à fait le mobile du meurtre en fait. Sofiane, depuis qu'il a perdu son snack au puce de Saint-Ouen, il a perdu son niveau de vie. Il emprunte un pour rembourser l'autre, qui emprunte un autre pour rembourser l'autre. Et tout ça, toujours en racontant un petit mensonge. Et finalement, il remboursait en fait les créanciers qui connaissaient sa femme et qui étaient susceptibles en fait d'aller voir sa femme ou de venir chez lui parce qu'il voulait vraiment pas que sa femme soit au courant de tout ça. Vous avez souvent dit que Mamadou était votre ami, mais il était harcelant avec vous? Il n'est pas harcelant, Valérie. Il est oppressant. Quand il est dans ses bons jours, tu lui donnerais la planète. Et dans ses mauvais jours, il va te racketter. J'ai quitté Saint-Ouen pour le fuir, lui et d'autres. Il lui prenait ses affaires, il dit qu'il lui prenait sa sacoche, qu'il lui a pris son Audi A3 pour se rembourser d'une partie de sa dette. Et en fait, j'essaye de lui dire, mais voilà, c'est pas un ami que vous me décrivez, c'est quelqu'un qui, en fait, vous rabaisse, vous humilie, et peut-être que c'est pour ça, en gros, fait comprendre, c'est peut-être pour ça que vous avez mis fin à ces jours, parce que vous en aviez marre et que vous en pouviez plus, en fait, de ces humiliations permanentes. Après, je l'emmène sur un terrain un peu affectif en lui disant, mais est-ce que c'est parce que c'est un ami que vous avez tiré en fait par l'arrière de la tête pour pas voir son regard parce que c'est dur de tuer quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans, ou alors parce qu'il était boxeur et qu'en fait c'était moins risqué de le prendre de dos que de le prendre de face. Et là il me dit non mais voilà, j'ai pas tué Mamadou. Enfin il continue effectivement à nier. J'ai rien fait. Je te l'ai dit, je n'en démordrai pas. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Il essaye de se montrer comme inoffensif. Il va donner une image de lui qui est même un peu dévalorisée en disant voilà, moi je suis une flippette, j'aurais jamais pu faire ça en fait. J'aurais pas pu tuer Mamadou. On va se rendre compte qu'au fur et à mesure que l'on soumet de nouveaux éléments objectifs à Soufiane, à chaque fois, il doit s'en sortir par un mensonge. À chaque fois, il doit s'en sortir par une explication qui, ensuite, est infirmée par les éléments techniques. On va retrouver des traces de poudre sur son pantalon. On va retrouver un mélange de son ADN et de l'ADN de la victime sur certaines traces de sang. De là, du coup, il va nous expliquer que ce sont pas les 3 hommes qui ont sorti la victime de la voiture après l'avoir exécutée, mais que c'est lui. En toute fin d'audition, effectivement, je dis à Sofiane qu'il a menti, il a varié dans ses différentes versions parce qu'en fait, on peut pas se souvenir en fait quand on ment et on peut pas se souvenir de tous les détails, alors que la seule chose dont on se souvient vraiment, c'est la vérité parce qu'il n'y en a qu'une. J'ai le sentiment quand même de le mettre en difficulté, de le faire un peu vaciller et tout ça. Mais à la fin de l'audition, il reconnaît pas les faits. Donc, quelque part, c'est quand même lui qui gagne un peu, puisque il a pas reconnu avoir tué Mamadou. Quand je sors de cette audition, j'ai pas quand même les nerfs qui lâchent, loin de là, mais je suis énervée quoi. Quand je vais chercher mon PV, je dis ouais putain il raconte que des conneries, enfin ça m'énerve. Voilà, et effectivement je suis énervée parce que je sens que je suis pas loin mais que j'y arrive pas. Là je décide d'arrêter. Le commandant vient avec un autre collègue, Nicolas. Je reste dans le bureau, pour le coup c'est Nicolas qui tape l'audition. Ils entament une discussion avec lui. Ils se rendent compte que Sofiane s'inquiète beaucoup pour sa femme et il le rassure en fait en lui disant que on va protéger sa femme et qu'on va faire attention à elle et qu'elle sera pas en gros victime de représailles, etc. Et là effectivement Sofiane, ça fait comme un petit déclic, nous dit vraiment comme dans un film. Il me regarde, il me dit vas-y rallume ta caméra, je vais vous dire. Et là, on va enfin savoir ce qui s'est réellement passé.
On est tard le soir, là. J'essaie de la joindre, j'y parviens pas, et donc je comprends que si le téléphone ne répond pas, alors que mon numéro s'affiche, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je reçois un mail et je vois ce message: aveu en cours. On se croit dans un film, en fait. Et on sait qu'il va nous annoncer quelque chose. On sait pas trop quoi. Là, on fait vite, en fait. Faut pas se louper, quoi. Il avait tellement menti. Il avait dit tellement de choses différentes. Il avait dit parfois tellement de choses incohérentes. Moi, je pensais qu'on allait avoir une énième audition d'une nouvelle histoire totalement incompatible. Il nous dit qu'effectivement, sa version des 3 mecs qui arrivent dans une Mercedes blanche, c'est pas du tout la bonne version. Je vais vous dire la vérité. J'en peux plus. Ça fait des années que ça dure. Mamadou m'avait avancé de l'argent pour un de mes commerces, environ 50 000 €. Je devais lui reverser chaque mois environ 1 000 €. Ça a marché pendant 1 an. À la suite de ça, j'ai pris du retard. La descente aux enfers a commencé. Ça a été des pressions tous les jours, au téléphone, des pressions physiques. J'en pouvais plus, j'étais à bout. Le 30 août, j'avais rendez-vous avec lui. On était sur la route à la campagne. C'est allé très vite dans ma tête. J'ai braqué mon volant, je me suis garé sur le côté. Je suis sorti et j'ai ouvert le coffre. J'ai fermé les yeux et j'ai tiré. Mamadou pissait le sang, j'ai paniqué. Une affaire, pour la sortir, il faut y croire. Si on ne croit pas à une affaire, on la sort pas. Chacun participe en fait à l'enquête et chacun on est un peu l'artisan en fait. Il n'y a aucune enquête criminelle qui peut être faite par un seul flic, c'est impossible. On se dit que on a eu les bons réflexes d'enquête. Et puis moi je me dis ça d'autant plus que ces aveux, c'est pas simplement de dire oui je l'ai fait. Ces aveux, c'est 3 ou 4 pages d'audition extrêmement détaillées. Il présente une version qui est là totalement compatible avec les éléments techniques qu'on a pu rassembler. La seule chose qui nous manque, c'est l'arme. Donc là, on décide de se lever plutôt le lendemain matin pour faire un dernier transport avec Soufiane. Je crois qu'on part à 5 ou 6 heures du matin. On y va, on cherche l'arme, on ne le trouve pas, on revient. Et en fait, quand on revient par la 15, en fait, en direction de Paris, il y a une très belle vue en fait sur Paris et on voit très bien la Tour Eiffel qui est en entier. Et c'est vrai que c'est une sorte de fin où je dis à Sofiane, regarde bien la Tour Eiffel parce que t'es pas prêt de la revoir. Pourquoi tu te rappelles de ce moment-là ? Je sais pas, c'est certainement la fin de l'histoire et ouais, je sais pas, en fait la boucle est bouclée quoi. Après, je me dis que il a quand même bousillé sa vie quoi, et celle de sa femme et de ses enfants, etc. quoi. Mais c'est même pas pour ça, je sais pas. Enfin, c'est une parole comme ça justement, mais je me souviens vraiment de cet instant en fait. Le procès s'ouvre le 14 novembre 2016 aux Assises. Dans la continuité des faits, on est convoqué aux Assises en tant que témoin pour en gros raconter l'enquête qu'on a faite. Alors, c'est vrai qu'aux Assises, on se disait que sa personnalité en fait, qui était plutôt agréable, allait jouer en sa faveur et faire baisser sa peine. Donc c'est une chose qu'on a essayé aussi d'anticiper, de montrer dans le dossier, dans la présentation du dossier, que c'était un beau parleur et que il savait bien en fait enrober les choses et manipuler un peu les gens à qui il s'adressait. Franchement, cette semaine-là, c'était trop dur. Abou, frère du disparu. Il montrait trop des photos, des ceci, des cela. C'est-à-dire que je sortais souvent de la salle. Il y a l'individu en question que tu le vois tous les jours. Il est là,
t'as qu'une seule envie, c'est de lui faire du mal, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. C'est méchant ce qu'il a fait. C'est même pas une trahison. Cette trahison, c'est trop petit. Mettez-vous à la place d'une... Vous grandissez avec une personne. Quand j'ai grandi, c'était mon animateur. Je connais toute sa famille. C'est-à-dire que ce soit dans les mariages, dans les décès, on a toujours été ensemble. C'est-à-dire que c'est comme si c'est la famille. Peut-être pas le même sang, mais on a grandi ensemble. Dans un quartier, c'est comme ça qu'on grandit ensemble. C'est mon frère. Et apprendre qu'il avait fait ça pour de l'argent. Il y avait d'autres solutions pour ça. Non, c'est... Voilà, c'est... Franchement, je le souhaite à personne. Non, je le souhaite à personne. J'ai vraiment l'impression de rendre quelque chose à la mémoire de la personne qui est décédée et de rendre effectivement une espèce de vérité à la famille, qu'ils aient une personne identifiée, l'auteur identifié, arrêté, jugé et une partie de la vérité en tous les cas sur ce qui est arrivé à leurs défunts, qu'ils puissent en tous les cas poursuivre leur vie un peu plus sereinement. Et ça pour moi c'est très très important en fait. Le 18 novembre 2016, la cour d'assises de Bobigny condamne Soufiane à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation. Il ne fera pas appel. L'affaire de Mamadou, c'est l'affaire qui m'a confirmé que j'avais vraiment envie d'enquêter sur les meurtres, les homicides, etc. Et c'est pour ça que quelques mois après, j'ai pris un groupe à la crime. Alors, je souhaite pas la mort des gens, mais pour moi, c'est vraiment l'infraction la plus intéressante. Il n'y a pas de meilleure satisfaction que de résoudre un homicide. Elle a intégré un groupe criminel de la PJ 93 et durant les, je crois, 2 ans qu'elle a dirigé son groupe a eu 100% d'élucidation. Ce qui est une statistique hors norme. Franchement, je vais pas vous mentir. Je suis un jeune de quartier, j'ai grandi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Je sais pas demain qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que je ferai pas. Mais la police, pour moi, c'est pas possible. Oui, mais c'est dans des moments comme ça qu'on voit que il y en a quand même, il y en a ils sont bons. Il y a vraiment des policiers, ils ont du cœur. Ils sont pas là, on est policiers, point barre, on regarde pas ce qui se passe à droite, à gauche, on fait notre boulot comme ça. Non, ils sont vraiment là. Ils sont humains. Ils ont fait leur boulot, ils ont su nous parler, ils ont su nous calmer. Et voilà, ils ont su nous conseiller aussi sur beaucoup de choses. Je les en remercie encore d'ailleurs. Là, effectivement, on décrit des moments noirs ou de tension, mais ça me fait pas peur de mettre au monde un enfant dans le monde que je côtoie, parce que malgré toute cette violence ou toute cette noirceur, moi, je suis toujours à part entière flic. Enfin, j'adore ça, quoi. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Clémentine Arnaud et Guillaume Maury, et réalisé par Clémentine Arnaud, Guillaume Maury et Franck Gombert. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan.
Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix de Vincent Couem.